L'épisode de cette semaine nous est encore une fois présenté par Service Pelletier-Gosselin, le partenaire des associations. Vous commencez à les connaître depuis des années. Ils aident toutes sortes d'organisations, associations professionnelles, petites OBNL qui n'ont pas les ressources pour avoir une permanence ou suffisamment de ressources pour avoir des expertises dans différents domaines clés. Écoutez, si c'est votre situation, contactez-les. Ils vont vous faire part de leurs services et comment ils peuvent vous aider. Bon podcast, tout le monde. C'est en ce lundi neigeux, on ne l'a pas vu venir celle-là, hein, qu'on vous accueille en direct de nos résidences respectives. Tam et François avec moi cette semaine. Sylvain ne s'était pas déplacé en fin de semaine, fait que... Comme de nombreux détenteurs de billets de saison. Oui, c'est ça. Beaucoup de monde, beaucoup de billets vendus, grosse assistance, mais c'était pas si mal quand même. Hey, c'était vraiment pas si pire que ça. Je comprends ce que vous dites qu'il y a pas mal de... Mais c'était surtout dans notre section, parce que dans la section couverte, c'était plein. Mais il y avait beaucoup de détenteurs de billets de saison des Alouettes qui étaient aux Alouettes. C'est ça le problème c'est les 2 prochaines semaines, c'est que les 2 matchs sont en même temps où ils se chevauchent. Un choix déchirant. Ouais. On a quand même eu une belle fin de semaine, un beau tailgate avec une belle température. On a vendu des T-shirts. Ça, c'était vraiment le fun, le Joe Show. On les a tous écoulés. Fait que tenez-vous là pour dire la prochaine fois qu'on fait des T-shirts, garochez-vous. Je le porte officiellement, d'ailleurs. Ah, voilà, Top Model. Top Model, je l'ai officiellement, le Joe Show. Joe a son souvenir. Ouais. Malgré la journée dure, un samedi difficile au bureau. Vous irez voir nos entrevues, mais mes entrevues avec lui, on a été où tu fais un beau caméo dedans, Eric, où on remet justement le chandail à Joe. Oui. C'est drôle. C'est un beau moment, ça. On a jasé du match, ce qu'on va encore une fois faire aujourd'hui. Mais on a aussi remis la bourse des montagnards pour cette année. Philippe Boyer, Jeremiah Ojo. On a réussi à ramasser 1 500 $ pour chacun. Donc, une autre année. Et à chanter l'hymne national sur le terrain. Et de servir de background à la fille qui a chanté l'hymne national. C'était pas si mal. Un beau blazer bleu. C'était quand même pas si mal. Fait qu'on était front and center pour ça. Mais content d'avoir octroyé nos bourses encore une fois cette année. La 6e année qu'on fait ça. C'est pas rien. Et puis, la 7e? La première année, on n'en avait pas donné. Ouais, c'est la première année, on était trop pauvres. C'est vrai. On n'était pas capable de faire ça. Fait qu'on a réussi à en donner 2 autres cette année, puis on est très fiers. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à nos activités, qui ont fait des dons, qui ont acheté des produits, qui sont devenus membres. Notre volonté n'est pas suffisante, c'est vos contributions qui rendent ça possible. Merci énormément. Continuez de le faire parce qu'on a déjà commencé pour la bourse de l'année prochaine. Yes, on accumule déjà des petits sous pour ça. Fait que, en échange, nous allons vous offrir quelques divertissements Internet. Donc, nous allons parler du match de samedi dernier. Des coquelounes! Comme des coquelounes, nous sommes des fanalistes, des analystes super partiaux qui ont un regard tout à fait biaisé et on s'assume. Donc, nous allons parler on l'annonce clairement, du moins. Oui, c'est ça. Juste comme, comment? J'allais dire, je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais tu sais, juste avant de donner la bourse, je suis allé voir les coachs de Concordia, tu sais, je les aime bien. Glad et Polo, puis Glad m'avait envoyé un vidéo pendant qu'il écoutait notre podcast la semaine passée. Que je salue, Glad, parce que tu vas sûrement l'écouter. Je salue tous les coachs de Concordia qui nous écoutent présentement. Shout out! Christian Race à Québec. Ça, c'est étant dit, je parle, puis tu sais, je posais des questions, puis il me répond, tu sais, d'emblée, vous vous souvenez, on se posait la question, est-ce qu'on allait reposer encore les joueurs? C'était quoi l'attitude en rentrant dans le match, c'est ça? Puis tu sais, moi, Tam, tu sais, Paul, nous autres, on se disait, hey, on fait-tu jouer les partants ou on les laisse c'est arrivé pas mal ce que j'ai dit. Tu sais, les 4-5 joueurs qui n'étaient pas totalement en santé n'ont pas été habillés du côté des Carabins. Mais tu vois que là, d'emblée... les partants ont tout joué.
Ouais. Glad d'emblée, ce qu'il me dit, non, tu fais jouer tous tes joueurs. Ça fait déjà une semaine. Les Carabins étaient en congé une semaine. Tu peux pas te permettre d'avoir 2 semaines de congé. Il faut que tu les fasses jouer au minimum. Puis je dis, j'avais jamais pensé à ça partout. J'ai dit, tu vois, c'est ça la différence. Nous autres, on est des fans qui parlons de football. Puis il y a plein de petits insights de même que. Et on les habillerait dans des bubble wrap, là, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, c'est des trucs comme ça. Aurait peut-être j'aurais servi. j'aurais jamais pensé à ça, moi, de dire, pourquoi pas. Hey, fait qu'on va faire un petit retour sur la fin de semaine. Vous le voyez à l'écran, là, les Carabins en ont échappé une contre un adversaire autrement motivé. Fait que si on était pour la perdre, on ne pouvait pas perdre contre meilleur, je pense. Les Stingers l'ont mérité. De l'autre côté, à Sherbrooke, le Vert et Or qui devait en sortir une grosse par un minimum de 12 points contre McGill pour réussir à grimper en 4e place. Ce fut chose faite. On va y revenir un petit peu plus tard. On va aussi faire un preview des matchs éliminatoires qui nous attendent cette fin de semaine. C'est là que ça se débute au Québec, dans l'Ouest et en Atlantique. Et on va aussi parler de où ils en sont en Ontario avec leurs playoffs qui ne finissent plus. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec ce qui s'est passé au Sepsum samedi. Une journée, somme toute, très belle pour une fin octobre. On avoisinait les 20 degrés. Malgré beaucoup de vent quand même, un vent assez frais. Un match en 2 temps. Donc, c'est donc dire qu'on a eu un début de match tout à l'avantage des Carabins et une deuxième demi tout à l'avantage des Stingers. Au niveau pointage, c'est quand même assez succinct. À 13 minutes 55, Dembélé qui reçoit une passe de diverge de Sénécal pour ouvrir le pointage 0-7. Et là, on est déjà à la fin du premier quart et ça a quand même eu plusieurs anecdotes, des revirements, des interceptions et une longue pause suite à une blessure à Hassan Dosso. On lui souhaite un prompt rétablissement, mais malheureusement, on ne le reverra probablement pas cette année. Il a quitté en ambulance pour ceux qui étaient pas. Il a quitté en ambulance, donc ça a été assez émotif comme moment. Donc, les Carabins qui marquent à la fin du deuxième quart reprennent le ballon pratiquement sur la séquence suivante, début du deuxième. Une autre bonne séquence. Et là, c'est Sénécal sur 26 verges qui décide que c'est lui qui va terminer le travail. Se faufile entre tous les joueurs défensifs pour atteindre la zone des buts. En était très zen. Il y a une photo qui a été prise où il était en la position du lotus. C'est quoi? Comment on appelle ça? Ouais, je pense que c'est ça. Je Hein? Je connais mon yoga, ça a l'air de rien. 14-0 Montréal, c'est la marque qui prévaudra jusqu'à la demi. Concordia qui se fait bloquer un botté sur le dernier jeu de la demi pour maintenir le 0. Ça faisait maintenant 8 quarts que les Carabins n'avaient pas accordé un seul point. On s'en va en deuxième demi. On s'échange un peu le ballon jusqu'à temps que Concordia mène une séquence de 82 verges avec quelques gros jeux de 6 verges pour que Adrien Gay finisse le travail, une faufilade, une verge. C'est maintenant 7-14 pour Montréal. Toujours au troisième quart, on s'échange le ballon. Éric Maximiuk, 35 verges, rapproche l'écart 10-14 avec 3 points. Et le quatrième quart, encore une fois, on s'échange le ballon. Les Carabins qui bougent très peu le ballon à l'offensive. Concordia a réussi une poussée de 69 verges à 5 minutes 47 au quatrième pour ramener la marque à un seul point sur un autre placement de Maximiuk. Et finalement, sur le dernier jeu du match, Concordia a réussi à s'approcher à 42 verges du poteau début. Maximiuk complète le travail avec un placement alors qu'il n'y a plus de temps au cadran. Score final 16-14, Concordia qui va finir sa saison en haut de 500. Les Carabins échappent la chance de voir une saison régulière parfaite. Termine 7 victoires, 1 défaite pour entrer en éliminatoire. Madame, monsieur, vos commentaires sur le match? Je vais y aller. Une minute, Tam, j'y vais. Puis je vais continuer sur ma petite conversation que j'ai eue avec Glad. Parce que je lui demandais si lui aussi, tu sais, quand je vous dis que nous autres, on est des fans, puis qu'on n'a pas toujours les insiders, puis les abous, tout ce qui est important. Moi, je pensais aussi que, compte tenu que ça change, c'est une partie qui ne change rien dans notre tête. Là. De toute façon, gagne, perd les 2 équipes, ils rentrent en série, puis on sait déjà à quelle position jouer.
Fait qu'on on avait parlé la semaine passée. Est-ce que Concordia va habiller tout le monde? Puis là, il me sort, il me dit, ben oui, on habille tout le monde au même principe que les Carabins doivent habiller tout le monde. Ça fait une immense différence pour eux de finir 4-4 ou 5-3 ou, tu sais, de finir leur saison avec une victoire contre la meilleure équipe de la saison. Pour le recrutement, ça vaut de l'or, cette game-là. Donc, c'était pas juste on joue tranquille. Non, ce qu'ils font là, c'est déjà la bataille du recrutement avec cette victoire-là. Donc, ceci étant dit, ils sont arrivés au Sepsum avec le couteau entre les dents. Ils la voulaient. Ils la voulaient juste plus que les Carabins. Tu sais, on dirait qu'il y avait un manque d'exécution complet chez les Carabins. Ballon échappé. Tous nos receveurs avaient des mains pleines de pouces et des ballons simples. La Rose qui n'échappe un, qui aurait jamais dû échapper. Chabot qui en échappe un. Chabot. Dosso avant de se faire blesser. Dosso avant de se blesser. Deux fois, on a vu des attrapés. Ben, il y a un échappé avec un changement de possession. Oui, ben c'est ça. Mais ça, là, c'est des jeux que normalement on réussit parce que le ballon à la Rose, là, il était pour dire comme si C.A. Sina dirait, là où seul le receveur pouvait le pogner. Qu'est-ce qui s'est échappé? Mais il y a eu des mauvais tracés de courus aussi. C'est arrivé souvent que le ballon était lancé et il n'y avait aucun receveur à l'endroit où Joe lançait. On n'a pas vu ça de l'année. Là. Lancé dans le gazon où il n'y a personne. Là. Puis suite à la blessure de Dosso, on dirait que les autres receveurs n'ont pas réussi à stepper up, à l'exception du Bourgeon. Mais, tu sais, le Bourgeon est dans le centre. C'est pas ça que c'est la Rose qui aurait dû être là. On ne voit toujours pas Dudley. Pourtant, qui était notre meilleur receveur de l'année passée, qui avait pris possession de cette position de numéro 1 l'année passée suite à la blessure de tout le monde. Il n'est pas là cette année. Puis, on va se le dire, le jeu au sol étant complètement anémique, on ne peut pas se rabattre sur le jeu au sol. Fait que, mais tu sais, il faut dire que... Par contre, attends, juste finir. Par contre, je vais donner tout le crédit à Concordia. La défensive a été tight. Ils ont arraché le ballon des mains de Riopelle, il fallait le faire. Fallait le faire. Les débits ont été solides. Ils ont été extrêmement solides. C'est pas juste les ballons échappés là, qui fait que Joe n'a pas de bonnes stats. C'est aussi parce que les débits ont super joué. Il y a eu de la pression. Il n'a pas vraiment été. Moi, je vais dire, il n'a pas couru pour sa vie. Mais tu sais, il a dû bouger, ça n'a pas marché. On l'a vu glisser aussi avant d'atteindre des premiers jeux à plusieurs reprises pour éviter justement ce contact-là et le potentiel risque de blessure aussi. Je pense qu'il y a eu une espèce qu'il n'aurait pas fait en demi-finale canadienne. Il y a eu une tempête parfaite de Concordia motivé. Ils voulaient la gagner. Les Carabins avaient clairement un manque de motivation. Puis là, ensuite, tu ajoutes là-dessus la blessure qui fait que le moral descend. Donc, absence totale de momentum. La défensive des Carabins a joué trop de minutes dans ce match. Beaucoup trop, parce que c'est ça, le déséquilibre entre la performance offensive et ce qui était demandé de la défensive. Moi, perso, j'ai pas compris cet entêtement sur le premier essai de blitzer puis d'essayer de rentrer. Ils se sont fait avoir sur des longues courses 3 fois sur 4. Oui, mais le duo, on avait parlé du duo de running back de Concordia. Et c'est exactement là. C'est pas Olivier Roy, là. Olivier Roy a été, pas de mauvaise game, là, mais comment il a fini, Olivier, là, une minute que je trouve ça, à 12 en 26. 12 en 26. 12 en 26. C'est en bas de 500, là. Oui, mais les deux QB n'ont pas un bon taux de... Non, c'est ça. Jonathan est 17 en 25, mais ce qui est n'importe quelle autre équipe le prendrait. Sauf c'est le 25. Mais c'est ça. Il ne faut pas oublier que moi, je ne m'attendais pas à un grand jeu aérien dans cette partie-là. Le vent, les rafales de vent dans le Sepsum, puis avec la montagne, le bâtiment, le Sepsum même, ça crée des vortex de vent durs à prédire. T'sais. Non, mais par contre... De snapper ton ballon 2 secondes avant, ben t'as pas le vent. Si t'attends à ton 0, là, t'as le vent, puis ta passe va être moins précise. C'est un facteur dans ce match-là. Mais la O-line de Concordia a bien compris ce que tu disais tantôt, Tam. L'agressivité de la D-line
Il les laissait passer. Non, il les laissait passer. Allez, passer. Mais les passer. Parce qu'il y aurait un trou dans l'entrezone, puis là, il en profitait. Exactement. Les deux porteurs de ballon qui ont été excellents. Le one-two punch, encore comme le fait que Nicolas Roy n'était pas habillé, on l'a vu cette semaine. Cette zone-là, habituellement, qui est un peu son terrain de jeu, était plus ou moins couverte par les autres joueurs. Tu as raison. En théorie, ça aurait dû être le Duc qui prenait sa place, mais il y a eu un changement tout au long, mais ça fait que Elshad a joué pratiquement toute la game. Ce qu'il ne fait pas normalement. Là, normalement, on le rend. Ça l'a rendu moins efficace aussi, je pense. Vu qu'il y avait moins de rotation. J'ai cette impression-là aussi. Mais il y avait moins de roulement. Tout le long de la saison, on voyait le front des Carabins changeait constamment de joueurs. Alors que dans ce match-là, j'avais l'impression que c'était souvent les mêmes cartes qui étaient là. Peut-être les blessures, par exemple. Mais là, ils ont mis. Mais ils avaient mis. Le pire, c'est qu'ils s'attendaient à un jeu au sol parce qu'ils ont mis des gros bonhommes. Là. Tu le voyais en début de match, ils laissaient courir Concordia, ils leur donnaient la zone de 5 verges. Là. Mais ça a fait que la défensive a passé beaucoup de temps en première demi sur le terrain. Ils n'ont pas accordé de points, ils ont tenu. Mais là, après ça, quand tu passes plus que la moitié de ton match sur le jeu, tu finis par en échapper. Et là, on a commencé à avoir des plaqués manqués en deuxième demi. Puis là, ça a entraîné des longs jeux. Il y a aussi les mauvaises pénalités en deuxième demi là, qui ont fait mal aux Carabins. Il y avait une perte de focus. Sur le toucher de Concordia, le premier toucher, ensuite, le seul toucher de Concordia, on a eu une pénalité juste avant qui les a mis à la ligne de 1. Oui. Sinon, ça serait contenté d'un 3 points. J'enlèverai pas le fait que Concordia a extrêmement bien joué. Mais les Carabins ont eu de l'indiscipline qu'ils n'ont pas eu dans les autres matchs. Et ils n'ont pas joué à leur hauteur. Il y a eu une ineptitude aussi offensive. Puis qu'est-ce qui a causé ça? Comme je dis, c'est probablement une espèce de concours de circonstances. Mais je m'amusais justement à voir les drives dans la deuxième demi. Et on parlait de temps de possession pour commencer. Là. Concordia, dans la deuxième demi, 20 minutes 45 contre 9-15. Ils ont eu le ballon plus de 2 fois plus que les Carabins. Gros avantage d'avoir un bon jeu au sol, hein, c'est que tu peux étirer ton temps. Pas juste ça, ils étiraient leur drive. Montréal, dans la deuxième demi, c'est... attends une minute, je vais me prendre au bon endroit. Nos courses sont pas... Attends une minute. Une drive de une séquence de 2 verges, une séquence de 11 verges, une séquence de 3 jeux, une séquence de 4 jeux, une séquence de 2 jeux. J'avais fait le calcul. Concordia a fait plus du double de jeux dans la deuxième demi parce qu'eux soutenaient leur séquence. Ils faisaient des séquences de 13 jeux, 6 jeux. Leur plus courte séquence dans la deuxième demi, Concordia, c'est 4 pour 15 verges. Crème, ça n'est une bonne pour les Carabins dans la deuxième demi. Nos porteurs de ballon n'ont pas fait une mauvaise job dans la course. Moi, je trouve qu'on a abandonné la course trop rapidement samedi, non? Parce que... Il n'y a rien. Dembélé a eu une couple de bonnes courses. Moi, je sais, mais l'affaire, c'est que vu que les receveurs échappaient les ballons, ils voulaient aller tout de suite par la passe après, mais on sait pas, on a lâché la course trop rapidement. Puis dans le mois de novembre, il faut que la course fonctionne. Oui, mais moi, j'aime bien Dembélé là, qui est utilisé autant comme receveur que comme porteur. Moi, je ne donnerai pas de tips, là, mais souvenez-vous de la coupe. Moi, là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est la double, si on veut, pression avec Chabot d'un bord, Dembélé de l'autre bord à qui je lance, tu sais, à la passe courte. Là. Fait que là, tu fais comme, OK, je défends de quel bord, tu sais. Ça amènerait quelque chose de différent, tu sais. Mais Concordia est finalement rentré dans les séries. Et moi, je vous l'ai dit. Pas Concordia. Oui. Concordia, je voulais amener mon chapeau d'aluminium. Okay. Je voulais mettre mon chapeau d'aluminium de complotiste. Je vous rappelle que la semaine passée, je disais, c'est quoi? Je vais faire mon comment il s'appelle donc AGN, c'est quoi son nom? Arnaud Gascon. Aucune partie est importante. Les parties n'ont pas d'importance. Tout était prévu d'avance. Oui. L'état-major des Carabins avait prévu ça. Tout ce qui était arrivé était prévu. Une défaite courte pour que tout le monde rentre dans les playoffs. Primé. Moi, j'avais l'impression de revoir le match contre Concordia, justement, que nos joueurs étaient sortis en ambulance. On menait par, je pense, 14 points, puis Concordia était revenu en deuxième demi pour gagner sur un dernier jeu du match.
J'ai l'impression que samedi, ben, jusqu'à la demi, ça continue à driver puisque les gars ils étaient encore sur l'adrénaline, là, mais une fois qu'ils ont rentré dans le vestiaire, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont eu sûrement des nouvelles de Dessau. Là, ça a commencé à rentrer sur les joueurs, puis là, il y a eu probablement une perte de concentration. Je pense qu'ils vont avoir des belles rencontres avec la psychologue sportive cette semaine. Et ça va être... Ouais, nous autres, on règle pas ça avec une bière. Non. Oh! Yes. Hey, on va-tu faire un petit tour en Estrie? Voir ce qui s'est passé là, parce que c'était autre chose. C'était un petit peu plus intéressant que ce qui s'est passé chez nous. Quoi qu'on aurait aimé ça, voir les petits oiseaux rouges faire un peu mieux. Hilaire a mal coaché en deuxième demi. Et c'est de sa faute si les Redbirds en partie ne sont pas en série. C'est que je suis tanné. Ben, c'est quoi que je disais avant le match? Tu sais, t'arrives à demi, tu redonnes le ballon à Sherbrooke alors que tu aurais pu prendre la possession pour partir le corps. Mais comme je disais, là, ça te prenait 2 possessions tout le long pour essayer de revenir. Cette décision-là, ça a tiré dans le pied. Ils ont essayé de revenir. Simons a joué toute une game. Mais bon. C'est tout. Rien à ajouter. Ce que je disais, c'est que McGill, tu sais, avec Hilaire, on disait tout le temps son statut de coach, c'est pas basé sur la performance. C'est ça qu'on disait. On voulait avoir McGill parce que McGill venait à Montréal. Eux autres, ils vont pas à l'école pour jouer au football. Là. Ils vont à l'école pour aller à l'école. Ils sont moins dangereux. McGill, ils ont plus de D-line, McGill. Là. Ça jouait samedi, là, puis t'avais un O-line qui jouait comme D-line, t'avais un DB qui jouait comme D-line. Comment veux-tu arrêter le jeu au sol? Mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on les voulait, parce qu'on savait que ça allait être un walk in the park, puis qu'on ne voulait pas Sherbrooke, parce que Sherbrooke, c'est des hosties de jaunes, puis qu'ils vont s'en venir nous blesser. C'est ça qui va arriver. Tu as vu, regardez la face à Jonathan quand je dis que c'est Sherbrooke, puis il dit « Ah ouais, c'est officiel ça? » Puis il dit « OK. » Puis là, tu le vois, il pense, il dit « Ah, ça va être un match plus agressif, mais on va être prêt. » Ben oui, parce que Sherbrooke ne peut pas compétitionner. McGill et Sherbrooke, les deux ne peuvent pas compétitionner full power contre Montréal. McGill s'en sac un peu. Ils savent qu'ils sont short staff et que ça va pas bien. Mais offensivement, Sherbrooke, ils vont essayer de bardasser pour essayer d'égaliser. Mais offensivement, ce match-là, samedi de Sherbrooke, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées de Sherbrooke. La formation à 2 QB est vraiment intéressante. Il y a plusieurs volets à celle-là. Il va falloir faire très, très attention à ça. Ils ont juste dévoilé 2 options, mais je soupçonne qu'il y en a 3, 4, 5 options dans ce jeu-là. Fife, il va être probablement le QB partant l'année prochaine. Il a un bon bras aussi. Ah oui, il est excellent. Mais la défensive de McGill a quand même accordé 28 points à l'offensive anémique de McGill. Oui. Bon point. Ben oui. Bon point. C'était pas impressionnant comme performance de Sherbrooke. C'était adéquat dans les circonstances. 1 ou 2 jeux clés de McGill. Un attrapé au lieu d'un échappé. Puis on parle pas d'eux autres pour la semaine pour cette semaine. Un safety donné au lieu de pas le donner, ça aurait peut-être fait la différence à la fin. Mais bon. Félicitations à Sherbrooke. Ouais. Donc, comme on disait, c'était la dernière semaine aussi dans le reste du Canada, à part l'Ontario qui commence toujours une semaine d'avance. Ouais. On va finir les saisons régulières, on ira en éliminatoire après. Dans l'Ouest, UBC qui l'emporte sur Alberta. Crème, les donc, Dinos. Qui termine premier. Ouais, UBC. Les Dinos. Mais il faut que je parle du match des Dinos contre le Manitoba, s'il vous plaît. Ouais. Ben oui, vas-y. Le Manitoba les Dinos avaient besoin de gagner par 14 points pour rentrer en éliminatoire. Et tu ring a bell, Eric? On a vécu la même chose. C'était 35-17. Il reste 11 secondes au match. 2e essai et 5 verges pour les Dinos. Au lieu de mettre le genou au sol comme tu fais normalement en formation victoire, ils décident de courir. Ce qui arriva, le porteur de ballon perd le ballon, récupéré par le joueur de Manitoba qui court jusque dans la zone des buts. Clac! Là, on s'entend, ils sont à 12 points. Ils sont à 13 points. Donc, il faut qu'ils fassent la transformation de 2 points pour enlever l'avantage et passer en série éliminatoire. Qu'est-ce qui arriva? Transforme le 2 points et sur le dernier jeu du match,
réduit l'écart et les Dinos ne passent plus en série parce qu'ils ont marqué 2 points. Parce que le Manitoba a marqué 2 points et non plus le différentiel. Fait que Dinos finissent 5e, sont out. Exact. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas mis le genou au sol. Ce coach-là doit être viré. C'est du coaching de base. Ouais. Puis en plus, les Dinos, c'est une équipe qui est vraiment financée par les alumni. Là. C'est vraiment. Là, les Dinos, ils étaient en progression depuis 3 semaines. Là. Puis ils jouaient très bien. C'est une décision coaching qui leur cause. C'est pas suffisant, mais c'est une belle streak pour finir. Ouais. Ben, il aurait passé en série s'il avait juste mis le genou à terre. Saskatchewan l'emporte. Eux, ils finissent 3e ou 2e? 3e. Donc, voilà. Dans l'Atlantique, la logique est respectée. Oui. Saint-Effex et BU qui finissent leur saison en gagnant. Donc, ça va être exactement les... Ouais. Mount Allison qui retourne à BU en fin de semaine. Et c'est St. Mary's qui va affronter Saint-Effex. On fait juste s'échanger dans quel coin de la Nouvelle-Écosse on va aller se promener. Ouais. Et l'Ontario, eux, commençaient leurs éliminatoires. La bataille de Waterloo, ça n'a pas été une grosse bataille. Ça a été un cessez-le-feu très rapidement. Tu sais, tu te demandes quasiment si des universitaires n'ont pas fait exprès d'arrêter à 69. Anyways. On s'entend, en Ontario, ils ont eu les mêmes conditions climatiques que nous au Québec. Là, des vents terribles. Là. Tu le vois que les autres matchs, c'était des faibles scores. Les autres de la Coupe Vanier passent, mais passent court. Oui, mais c'est encore leur 2 ou 3e QB, je ne sais pas dans quel ordre, le classe qui joue pour le Queens. Donc, Queens survit et pend. Et les Ravens contre les Lancers de Windsor, 14-11, Windsor passe. La logique est respectée. Bas pointage quand même. Ouais. Les défensifs. Mais Windsor a une très bonne défensive, leur attaque est correcte. Fait que dans des conditions venteuses, ça n'aide pas les deux équipes. Puis ils ont des jeux au sol plus ordinaires comparativement aux autres gros clubs. Donc, ça nous amène à la semaine prochaine. Les éclopés Purple Ponies entrent en action. C'est eux qui vont accueillir Queens. Et là, finalement, on va avoir le match tant attendu, Windsor contre Laurier, pour voir vraiment qui est-ce qui va aller challenger Western. Ce serait surprenant que Queens traverse Western, quoique tout se peut. Cette année, ils ont eu un match serré contre Western. Hein? Ça s'est joué sur la dernière minute de jeu. Là. Ça s'est changé des leads tout le long du match. Ça a été un long touché de Western. Western est éclopé, là. Et on rappelle exactement qu'ils n'ont pas leur numéro 1 et leur porteur de balle. Ben, on ne sait pas s'il est exclu du match. Là. Normalement, un protocole de commotion, ça prend un minimum de 7 jours pour le clearer si tu n'as pas de setback. Ouais, mais il y avait été pas les vanter de son ouais, mais tu sais, les commotions, c'est différent pour chaque personne, puis chaque commotion est différente. Tu peux avoir un super gros coup puis être correct une semaine après. Tu peux avoir un coup de rien puis knock-out pendant des mois. Là. Fait que... en Atlantique, on en a déjà parlé, là, Mount Allison à Bishops, St. Mary's à Saint-Effex. Dans l'Ouest, ça a fini par se placer. Saskatchewan visite Alberta, Manitoba visite UBC qui finit premier. On peut s'attendre à tout. Hein? Dans l'Ouest, ça peut être un peu n'importe quoi. Oui, j'ai hâte de voir qui va sortir. Oui, tout le monde peut battre tout le monde à peu près. Les Huskies, bien qu'ils ont fini 3e, ils ont quand même encore une bonne partie de leur équipe qui était venue en 2021. Il faut que leur corps arrière joue un meilleur match. Puis dans les 2-3 derniers matchs, il a pris des mauvaises décisions, lancé des interceptions faciles où il n'y avait pas de tir receveur. Il va falloir qu'il évite ça s'il veut donner une chance à son équipe. Fait que ça nous amène au Québec. Donc, on l'a déjà mentionné, Concordia s'en va à Québec. Ah, que ça va être une belle game. Les Bruns. On va voir ce qu'ils sont capables de livrer sur le terrain glissant et glacé du PEPS.
Ça va être le Il fun. rentre avec le momentum. Hey, n'oubliez pas d'une chose. Avec le terrain qui va avoir joué toute la semaine, c'est le championnat canadien de rugby cette semaine. Ouais, ça va avoir testé le terrain. Là. Et en plus, le meilleur O-line de Québec qui est suspendu encore. Donc, ça ne sera pas pour améliorer leur protection du corps et surtout leur jeu au sol totalement anémique. Fait qu'on va falloir voir si là, Laval sera capable de profiter de sa semaine de congé pour se réveiller. Ouais, moi là, je continue à mettre mon chapeau, mon chapeau d'aluminium. Je vous le dis, les Carabins ont fait exprès. Concordia est sur un hype. Non, les Carabins ont pas fait exprès. Une race. Tu t'es contredit toi-même au début, Calvaire. C'est ça le problème avec les complotistes. Ils se contredisent eux autres mêmes. Wow. T'es-tu en train de dire... Bon. Juste rappeler, cette année, comme l'année dernière, les 2 matchs de demi-finale ne sont pas en même temps. Les 2 seront présentés une à la suite de l'autre sur les ondes de TVA Sport. Donc, ceux qui ne peuvent venir au stade pourront écouter les matchs. 3 heures le match Sherbrooke qui visite les Carabins. Donc, une heure un peu inhabituelle, mais regarde, on va arriver à l'heure du 5 à 7 après. Pour ceux qui décideraient d'être dans leur salon, les matchs de l'Ontario sont disponibles gratuitement sur le UA.tv. Et même chose pour l'Atlantique, c'est disponible aussi gratuitement jusqu'à 24 heures après le match si vous voulez l'écouter en différé. Et l'Ouest, le site est payant, mais c'est de la bonne qualité de visionnement. OK. On va parler brièvement là, du match Sherbrooke-Carabin de cette fin de semaine. Bon, Sherbrooke qui entre dans les playoffs par la peau des fesses. Ça leur a, avec une seule victoire dans la saison, ça a été suffisant et ça a tout pris. On voit les statistiques à l'écran. En gros, Sherbrooke, c'est pénible. Ils ont trouvé un petit peu de momentum à la fin. À quoi il faut s'attendre ce samedi? Il faut s'attendre à ce qu'ils soient bien préparés. Il faut s'attendre à ce qu'ils vont nous sortir des jeux truqués. La formation de 2 QB, il faut s'attendre à ce qu'ils essayent les 3e et courts, parce qu'ils ont fait ça toute l'année. Ils l'ont essayé 29 fois cette année, le 3 et court. Ils ont un taux de succès à peu près 50%, ce qui est quand même bon pour un 3 et court, mais 29 fois. Ils veulent pas botter. Ils veulent garder leur drive. Ouais. C'est le gros qui fait les bottées de dégagement depuis quelques matchs, qui était un des QB l'année dernière dans la série de QB. Ouais, Potter, il a été converti de position. Il fait pas de mauvaise job. Il apprend encore le métier, je crois. Il s'est amélioré de match en match, mais c'est pas la jambe la plus puissante du RSEQ. Fait qu'on peut s'attendre qu'avec Boyer, on devrait gagner sur l'échange si échanger il y a. Il va falloir s'attendre à ce qu'il pour les placements tardifs, sont à peu près égales. Okay. Ouais. Moi, je m'attends à ce qu'il court. Je m'attends à ce qu'il ait regardé la game, les 2 dernières games, et qu'il se rende compte que, justement, le défensif... César n'était pas habillé au match en fin de semaine. Pour moi, c'est le meilleur porteur de ballon du vert et or. Ils n'ont pas fait une mauvaise Jean-Ernest c'est le premier en haut. C'est Freud, Jean-Ernest, César. Ouais, c'est leur meilleur porteur de ballon, puis c'est ça. Puis, tu sais, là, ils vont avoir pris des notes de ce qui est arrivé avec la deuxième demi de samedi dernier. Ils vont avoir vu que... C'est quand même surprenant que Cadoret a presque pas eu de portée alors qu'il était leur running back dans les dernières années aussi. Je ne sais pas si il est blessé ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'on le sous-utilise. Mais je continue à dire que oui, Sherbrooke va l'essayer, mais historiquement, Sherbrooke, la seule façon qu'ils avaient vraiment de causer du dommage, puis on l'a vu au match à Montréal, c'est de réussir à coller une coupe de jeux explosifs, notamment par la passe, pour gruger du terrain, parce qu'ils ne sont pas outillés pour maintenir des drives de 15 jeux puis 80 verges contre la défensive des Carabins. Historiquement, ce qui les aidait, c'est de créer des revirements.
puis de bien placer leur attaque avec leur revirement. Ce qu'ils ont réussi à faire dans les 2 derniers matchs, ils ont réussi à créer des revirements qui ont donné des beaux positionnements de terrain puis qui ont réussi à convertir sur ces points-là. Donc, il va falloir faire attention à ça. De ne pas leur lancer des interceptions puis leur donner du bon positionnement de terrain. Les points qu'ils ont scorés contre nous autres au match à Sherbrooke, c'est ça. C'est qu'on leur a donné des bons positionnements de terrain avec des revirements. Sinon, ils ont de la difficulté à driver le terrain au grand complet. En tout cas, on l'a rarement vu contre les bonnes équipes cette année. Oui, mais la dernière fois, c'était sur leur terrain de gazon tout croche, tandis que quand ils sont venus au Sepsum la dernière fois, ben on leur a les Caramels. Mais la game contre le Rouge et Or, il y a 3 semaines maintenant à Québec, ils ont réussi à bien se placer puis à créer des revirements, mais ils n'ont pas réussi à terminer. Donc, si on est capable de faire la même chose, ben, on va être en business. De toute façon, il ne faut pas sous-estimer la capacité du Vert et Or à être désagréablement agressif puis à réussir à blesser nos joueurs. Moi, c'est surtout ça que j'ai peur. C'est pour ça que ça me dérange, que je préférais avoir McGill. C'est que McGill, je l'ai laissé moins agressif. Ils sont moins jaunes. Ils sont moins désagréables. Ils ne vont pas essayer de blesser. Ils sont moins agressifs puis ils ont un coach qui est moins criminel. Fait que, tu sais, à un moment donné... c'est ça. Je les aime pas, Sherbrooke, puis parce qu'ils sont dangereux. Puis comme l'année passée en demi-finale, là, quand ils ont commencé à mal aller pour eux autres, ben, ils ont commencé à élever les pénalités, la minosité a commencé à élever, les tapes à gueule ont commencé à élever. Je vous rappelle que l'année passée, ça a fini à se battre, puis que nos coachs ne voulaient pas aller serrer la main des autres coachs. Tu sais, j'ai vraiment peur que ce soit ça encore cette année. Puis j'aimerais ça qu'on rentre en play-off, qu'on s'en aille à Dunsmore contre Concordia. À Montréal pour se reprendre. Pour que ça ferait changement. Ça ferait changement. Ben, c'est ça. Ben, j'aimerais ça qu'on rentre à la Dunsmore avec pas plus de blessés parce qu'une équipe mauvaise perdante a essayé de nous blesser. C'est ça que on va commencer par gagner le match avant de faire des projections sur la semaine d'après. Mais on parle de moi, ce que j'aimerais voir des Carabins, là, c'est un Joe Sol. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas vu de Joe Sol. Ben là, juste mener une drive, là. C'est parce que là, on l'a eu en première demi, mais on dirait que c'est lié à... Il faut contrôler le chrono, là, ça fait... Si les drives ne sont pas maintenus, tu ne peux pas installer ton jeu au sol, tu ne peux pas installer ton play action. Toute l'attaque devient démantelée si tu n'es pas capable de soutenir tes drives. Ça fait 2-3 matchs, on fait des bonnes séquences offensives, mais ces séquences-là offensives sur le chrono prennent peu de temps parce que c'est par la passe, c'est arrêté puisqu'on a échappé le ballon. Mais si tu replaces le ballon sur le terrain et tu gagnes le positionnement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est les 2 et out. Moi, c'est que tu fais 3 jeux, tu fais même pas diverge, tu te débarrasses du ballon. C'est ça qui tue, puis c'est ça qui donne vraiment du chronomètre. Parce qu'en football canadien, oui, jouer au sol, c'est une chose, là, mais il faut que tu avances le ballon. C'est ça qui crée de la possession, c'est ça qui crée du chronomètre. Moi, je veux que tu utilises tes couteaux suisses. Je veux que tu utilises Chabot à toutes les sauces en offensive. Je veux que tu utilises Dembélé à toutes les sauces en offensive. Tu mixes les deux à ces mêmes formations pour créer de la confusion de quel bord tu vas. Je veux un petit peu de créativité. 100%. Il faut que trouve la manière de faire avancer le ballon. Si l'envoyer dans le fond, tu n'as pas les receveurs. Si la course traditionnelle ne fonctionne plus parce que tu n'es pas capable François, mais moi, ce que j'ai constaté la semaine dernière, c'est que quand Dosso a quitté, là, il a fallu rebrasser les cartes avec des numéros différents. Puis là, plus personne ne se rappelait de ses tracés. Puis là, on échappait le ballon. Puis là, à un moment donné, je comprends, c'est probablement un one-shot deal, là, puis ça va se placer. Mais trouver une manière d'avancer le ballon, parce que tu ne peux pas demander à la défensive de tout faire à un moment donné. Non, mais tu peux demander à Joe de tout faire. Non, mais je suis d'accord, mais on les a, les hommes, pour aller dans le fond. Là. On a William Legault qui va aller dans le milieu puis avec sa grandeur. On a le Simon Riopel qui est le wide receiver c'est lui qui est en arrière de Dosso. Il a la vitesse, puis en théorie, il a les mains. C'est le MVP de l'année passée. C'est le meilleur receveur de la Ligue de l'année passée au collégial. Tu sais, l'erreur qu'il a faite, je veux le voir, là. La liste des mains, là. Oui, mais il ne l'a pas pogné. Moi, je veux qu'il pogne. Je suis d'accord. C'est tout. Je suis d'accord. J'aimerais ça qu'on utilise Riopel un petit peu plus aussi. Show me the money. That's it. C'est ça que je veux voir. C'est le fun sur papier, là, mais fait que c'est juste ça. C'est juste ça, c'est beaucoup, mais moi, je pense que c'est par là que ça passe. Dans le fond, Sherbrooke, leur chance, c'est la même chance que Concordia avait. C'est d'être opportuniste,
de rester dans le match puis d'essayer de profiter de si les Carabins se mettent le pied dans la bouche. Ça va être de gérer nos émotions puis de pas de rentrer le jeu dans le Sherbrooke. Absolument. On va se le dire, le jeu au sol va s'améliorer quand le préféré de Tam va revenir. C'est quoi le nom l'anglais? Non, pas l'anglais. L'anglois? C'est quoi son nom? Jérôme Langlois. Ah ouais, c'est ça. Lui, hey, je l'ai vu sur le sideline. C'est pas un petit monsieur, hein? Non. Des joueurs de ligne offensive, généralement, là. Ouais, mais lui, c'est un... Ça fonctionne bien quand les fullbacks ils peuvent faire de la rotation parce que tu peux pas bloquer à pleine capacité sur tous les jeux. Ça, c'est une position où il faut que tu changes fréquemment pour être frais et dispo pour bien faire tes plaqués. Puis, les receveurs aussi, quand on fait des schémas, plusieurs bloqués pas bien réussis. Tu as raison, Tam. Et Tam, tu te souviens, on parlait de jeu au sol. La game où il y a eu le meilleur jeu au sol, c'est quand justement ce fullback-là était là. Puis il ouvrait comme du bon vieux football. Ben, lui puis Sam, il alternait, là, puis ça ouvrait. Oui. Ou ça rouvrait. T-formation. Du gros T-formation. Exactement. Du football du sud des États-Unis. Là. On utilise le go aussi. Le go, il est bon pour bien tenir ses plaqués aussi, pour ouvrir des corridors. Bon. Hey, bon, ça, c'est clair, là. Tu sais, c'est bump in the road, là. On va l'accepter. Mais en même temps, ça fait de la bonne. J'aime mieux l'avoir là que la semaine prochaine. Exactement. Hey, on va justement se laisser là-dessus, se préparer pour la semaine prochaine. Un petit rappel, 15h avec un tailgate à partir de midi. Peut-être qu'on va tricher un peu avant. Hein? Probablement avant. On va s'amuser, peut-être arriver d'avance, regarder un peu ce qui se passe à l'autre bout de la 40. Éric, tu dis midi, mais les Carabins vont l'ouvrir à 1h, leur tailgate. C'est 2 heures d'avance, normalement. Non, c'est 3 heures. 3 heures? Ça a toujours été 3 heures. OK, midi. Bon, ouais, 11 heures. C'est parce que toi, tu arrives tard. Ouais. Non, moi, là, je te taquine. Là, je veux qu'on soit là à midi, qu'on s'assoie tous la gang ensemble, puis qu'on écoute le Concordia, Christian Reims à Laval. C'est ça que je veux faire parce que ça fait partie du plan. Tout était planifié. Félicitations pour votre beau projet. Ça, c'est un beau projet. All right. Le plan. C'était planifié d'avance. The plan. Oh. Chapeau. C'était le podcast L'Écho des Montagnards présenté par SPG. Pour nous joindre et nous encourager, vous pouvez devenir membre, 40$. Suivez-nous sur nos médias sociaux et sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Et venez nous voir au tailgate, on va avoir beaucoup de plaisir en fin de semaine. Ciao tout le monde.